me dis que comme j'ai pas mérité, peut-être. Non, non, je ne vais pas jusque-là. Je suis cruelle, mais pas jusque-là. Okay. Bien. Bonsoir à tous. Merci de venir assister à cette conférence. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Raphaël Liogier, je dirais même l'immense honneur d'accueillir Raphaël Liogier ce soir. Je préciserai que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un forum qui s'appelle le Forum des Nouveaux Mondes, dans lequel nous intervenons plus particulièrement sur le thème des cultures et des religions de la planète. Donc c'est dans ce cadre que nous avons invité Raphaël Liogier pour cette conférence. Je vais passer la parole à Alexandra qui va nous présenter son parcours pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas déjà. Bonsoir Raphaël Liogier. Donc, vous êtes philosophe et sociologue ainsi que professeur des universités à Sciences Po Aix, là où vous dirigez l'Observatoire du religieux. Donc, les croyances humaines sous leurs différentes formes font l'objet de vos travaux. En effet, vous vous intéressez aussi bien aux différentes religions qu'aux spiritualités contemporaines dans les sociétés post-industrielles. Alors, logiquement, vous êtes aussi intéressé sur le principe de laïcité et vous avez étudié la réémergence récente du populisme en Europe. Alors, vous êtes l'auteur de multiples articles de recherche ainsi que de nombreux ouvrages. On peut citer notamment Le bouddhisme mondialisé en 2003 ou encore Un mythe de l'islamisation. Exactement. Et ça serait mieux. Un essai sur une obsession collective en 2012. Et pour terminer, ce populisme qui vient en 2013. Alors, il n'est guère surprenant qu'avec de telles thématiques de recherche, vous suscitiez l'intérêt des parlementaires et des médias qui vous accueillent régulièrement depuis ces dernières années. Alors, je vais vous laisser la parole et nous allons vous écouter. Donc, merci à vous. Merci pour cette présentation. Donc, la question de la culture et de la religion, c'est effectivement une question qui se pose aujourd'hui, qui se posait plus, enfin, à la limite, c'est une question aujourd'hui, alors que jadis, elle ne se posait pas, parce que quand on parlait de culture, on parlait de religion. Au Moyen-Âge, culture, c'était religion. Enfin, il n'y avait pas d'art qui ne soit pas un art fondamentalement religieux à la base. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'art, on ne parle pas forcément de religion. Donc, la question du lien entre religion et culture, c'est devenu une question au moment où c'est problématique. On distingue les deux. Alors, je voudrais, dans une première partie de cet exposé, essayer d'établir le lien qu'il peut y avoir entre identité au sens d'identité humaine, culture et religion, pour s'approcher progressivement d'une définition de ce qui pourrait être le religieux. Puis après, si j'ai le temps, je parlerai de ce qui s'est transformé depuis en gros le XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, à l'aune de ce qu'on appelle la modernité d'un côté et d'un autre côté ce qu'on appelle la globalisation, les deux choses étant liées, globalisation et modernité. Et puis enfin, dans une dernière partie, je me rapprocherai je serai moins philosophe, mais plus sociologue, je me rapprocherai de ce qui est en train de se passer spécifiquement aujourd'hui, relativement aux identités religieuses et au croisement des identités nationales, dans un espace particulier qui est l'espace européen, où il y a quelque chose de spécifique en Europe, et c'est d'ailleurs le thème de mon prochain livre, qui sortira en octobre, qui s'appelle Le complexe de Suez, et je vous expliquerai pourquoi, par rapport à ce qui s'est passé à Suez, en 1956. Je ne sais pas ce qui se passe, après, je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc d'abord sur la question de l'identité humaine, rapport à la culture, rapport aux religions. Les anthropologues, et plus exactement les paléoanthropologues, qui cherchent à savoir ce qu'est l'humain, c'est ça la paléoanthropologie, c'est-à-dire à partir de quand un homme, enfin à partir de quand un type animal particulier peut être considéré comme humain. Cette réflexion, cette analyse, c'est ce qu'on appelle le processus d'hominisation. C'est-à-dire à partir de quand, on va dire, un tel type animal devient humain. Et on a une multitude d'hypothèses. Et des hypothèses qui ne sont pas très convaincantes. Non, ça ne veut pas dire qu'elles n'indiquent pas ce qu'est un humain. Ça veut dire qu'elles n'indiquent pas une différence de nature entre l'animal et l'humain, mais seulement une différence de degré.
c'est-à-dire une différence dans l'intensification d'un certain type de pratique, dans la complexification d'un certain type de pratique. Donc vous avez différentes hypothèses en paléoanthropologie. La première des hypothèses qu'on pourrait prendre... Ah, il va mieux marcher celui-là? Ouais. Là, est-ce que ça marche mieux? Oui, peut-être. Ah, oui, alors là, d'un seul coup, c'est pas pareil, comme on dit chez nous à Marseille. Hein. Ça marche mieux là tout de suite. Donc, on a plusieurs hypothèses. Une hypothèse connue, c'est l'hypothèse de l'outillage. Et vous allez voir pourquoi je dis ça par rapport progressivement aux origines. On dit, ah, qu'est-ce qui fait la différence quand on pose la question entre l'homme et l'animal? On dit, ah ben c'est simple. L'animal, c'est celui qui n'a pas d'outil, l'homme, c'est celui qui a un outil. Sauf que c'est faux. Les animaux ont des outils. Ouais, vous savez, les ratons laveurs, des castors, des choses comme ça, ils fabriquent des choses, des barrages, ils produisent des choses, c'est-à-dire ils produisent des objets qui leur sont extérieurs, qui leur sont utiles, dans la continuité de leur forme biologique propre. Alors, ceux qui sont plus malins, les paléoanthropologues plus malins, disent « Oui, mais les humains, ils sont quand même justement plus intelligents parce que eux, ils ont des outils d'outils, ce qu'on appelle des outils au second degré. C'est-à-dire qu'on fabrique des outils avec des outils. Par exemple, une machine-outil. On parle de machine-outil. Il se trouve qu'il y a des animaux qui ont des outils au second degré. Alors évidemment, pas du tout sophistiqués, très très primaires, mais qu'on peut qualifier d'outils. Donc on est encore dans la différence de degré, mais pas dans une différence de nature. On n'a pas un saut qualitatif, si vous voulez. Alors après, il y a d'autres paléoanthropologues qui disent de façon encore plus maligne, en disant « Oui, mais la caractéristique de l'humain, c'est que lui, il invente quelque chose, ce qu'on appelle la trousse à outils. Ça veut dire qu'il a des outils spécialisés dans une trousse en fonction de ce qu'il veut faire. Il veut faire ceci, il a un outil. Il veut faire autre chose, il prend une fourchette, etc. Et d'autres disent, c'est encore mieux, les humains, ils ont inventé quelque chose d'incroyable, c'est l'outil permanent, qui fait quasiment partie de leur corps, l'habit. C'est un outil permanent. Alors ça, les animaux, ils n'en ont pas. Ah oui, ils n'en ont pas, certes, mais c'est seulement fonctionnel, là, pour le coup. Ce n'est pas encore une différence de nature. Est-ce qu'on peut dire, ah, d'accord, c'est humain parce que... D'abord parce que ceux qu'on considérait comme les premiers humains, ils n'avaient pas ça. Et ils n'avaient pas de la même manière, ils ont mis un moment avant de l'avoir, donc il ne faut pas dire qu'ils sont humains, du coup. Comment est-ce qu'on peut... Alors on passe à autre chose, on dit, ok, abandonnons l'outil. Autre théorie, on va dire le langage. On dit, les humains, ils sont vraiment bien parce qu'ils ont un langage. Mais le langage, c'est quoi? Le langage, c'est un système codé de communication. Les animaux ont des systèmes codés de communication. Ah oui, mais ils sont quand même très primaires. Oh oui, ils sont primaires, mais c'est des systèmes codés de communication. Ah mais nous, c'est pas pareil parce que les humains, eux, ils ont un système codé de communication qui a des spécificités qu'on pourrait qualifier, qui ont une différence de nature. Alors, on a une multitude, toujours une série de théories qui vont, alors oui, le langage articulé en raison de la forme, de la gorge, toute une série. Et puis, des théories qui ont l'air d'être plus convaincantes, on dit, les humains, eux, ils ont un langage non performatif, ce que disent les linguistes. Qu'est-ce que ça veut dire non performatif? C'est qu'en gros, les humains, ils sont capables de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire des conneries. Ça, c'est le langage non performatif. Par exemple, pour ceux qui peuvent en faire l'expérience, on parlait de ça dans la voiture. Vous êtes dans une boîte de nuit en train de flirter. Vous vous approchez d'une jeune fille que vous trouvez jolie et vous lui faites comprendre que vraiment presque vous êtes tombé amoureux d'elle. Alors que vous pouvez très bien ne rien en penser. Parce que vous avez un objectif tout à fait autre. Elle n'est pas complètement idiote, puisqu'elle sait comment fonctionnent les humains, et la jante masculine en particulier, donc il y a un rapport de négociation qui s'effectue en fonction de son propre désir, blablabla, blablabla, blablabla. Voyez? Mais en fait, ça veut seulement dire que le système codé de communication des animaux, c'est un système codé de communication où quand ils disent quelque chose, c'est pour transférer une information. Les humains, non. C'est pas pour transférer une information. C'est pour dire un truc qui n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que la communication a toute une partie dite non performative. Et s'il y a une partie non performative, ça ramène à autre chose, c'est que ça suppose, cette partie non performative, qu'en fait les humains se parlent à eux-mêmes. Parce qu'en fait, s'ils mentent aux autres, c'est pas seulement parce qu'ils mentent, c'est parce que préalablement, ils se sont mentis à eux-mêmes, et ils parlent. D'où le tu, dans le tu du dialogue intérieur. Aujourd'hui, tu vas venir dans une école de commerce à Brest, et donc voilà, tu vas te comporter comme ça. Comment tu vas faire ta conférence? C'est qui ce tu? C'est moi. Ah, c'est pas vraiment moi, c'est l'autre moi auquel je parle, auquel je m'adresse, comme à un autre moi-même.
ça veut dire que là, il y a quelque chose de schizophrénique. On pourrait dire qu'il y a une sorte de schizophrénie constitutive. Une structure schizoïde. On se parle à soi-même. Tac, 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 tac. Quand on le fait trop, on est malade. D'accord. Mais bon, on pourrait dire que les humains, en gros, ils le font tout le temps. C'est même ce qu'on appelle la réflexion, puisque le mot réflexion, c'est ce qui se réfléchit, c'est comme la lumière dans un miroir. Nous sommes un miroir à nous-mêmes, en permanence. Alors ça, c'est une des théories. Puis, mais elle n'est quand même pas très convaincante. Et puis après, il y a des théories sur la mort, la ritualisation de la mort. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des animaux qui ritualisent la mort. Alors on parle de cimetière des éléphants, en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais ils ritualisent moins la mort que ce qu'on imagine, les éléphants, paradoxalement. Alors que, par contre, il y a d'autres animaux qui ritualisent la mort dans le rapport qu'ils ont, par exemple les loups, à la mort d'un autre loup, avec un comportement particulier. Puis il y a encore toute une série de théories que je ne vais pas développer parce que je ne suis pas là pour faire un cours de paléoanthropologie. Néanmoins, quand on regarde ces trois théories, on se dit, en tant que telles, elles ne sont pas très convaincantes pour dire qu'il y a une différence entre les hommes et les animaux. En revanche, quand on les étudie toutes les trois simultanément, on se dit, tiens, il y a quand même un point commun entre les trois. Il y a un point commun qui donne à l'humanité peut-être pas une différence de nature, parce que pour qu'il y ait une différence de nature, il faudrait croire qu'il y ait des différences de nature. Ce qui n'est pas donné. Mais en tout cas, une différence de conditions, quelque chose de très particulier, d'assez singulier. Eh bien, ce quelque chose d'assez singulier, c'est du moins la thèse que je défends, je vais défendre devant vous pour eux, c'est que, justement, l'humain, sa caractéristique, c'est qu'il se raconte. C'est-à-dire c'est un être narratif. Et quand je dis que c'est un être narratif, je ne veux pas seulement dire un être narratif, justement au sens strictement linguistique du terme. C'est un être narratif au sens où tout chez l'humain est avant tout narration. Dans la langue, on l'a vu, c'est-à-dire que la structure même de la langue est faite pour se raconter. C'est-à-dire qu'on se raconte aux autres, mais aussi dans l'outil. L'outil, c'est l'efficacité. L'outil, ce n'est pas l'efficacité. Enfin, l'outil est efficace à un certain niveau. Mais prenons l'exemple de l'outil qui est l'habillement, qui sert à ne pas avoir froid. Mais l'outil qui ne sert de ne pas avoir froid, qu'est-ce qu'on fait avec? On montre ce qu'on est, on se met en scène, on s'habille d'une certaine manière. Lorsqu'on sort le soir, ce n'est pas seulement parce qu'il fait froid. Lorsqu'on va dans un certain lieu, on se met une robe longue, ou on ne se met pas une robe longue, ou on s'habille d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, en gros, on se présente aux autres, et on se présente à soi, c'est-à-dire qu'on se met en scène. Une narration, c'est quand on se met en scène. Ouais. Et on se met en scène en permanence, c'est-à-dire qu'on existe en permanence comme un autre nous-mêmes. On se parle à nous-mêmes comme on parle aux autres. Même l'outil qui a l'air d'être l'outil le plus spécifiquement utile des lunettes, on va avoir cette expression qui, en soi, serait incompréhensible si on n'avait pas de cette structure schizoïde. On dit, non, prenez l'opticien, prenez ces lunettes plutôt que celle-ci plutôt que celle-là. Elle vous ressemble. Elle ressemble à qui? Ah, mais celle-là, c'est parce qu'elle me ressemble, ces lunettes. Ah bon, vous trouvez qu'elle vous ressemble? Enfin, je veux dire, du point de vue purement objectif, une paire de lunettes, c'est difficile quand même de la rapprocher d'un corps humain, du point de vue de la ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est votre style. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'évidence, quand je vous vois, ce que vous voulez raconter peut passer par ce type de lunettes. Ce que vous voulez raconter de vous. Ce que vous voulez dire de vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'après la société, on le fait tous individuellement. On se donne un style. C'est ce qu'on appelle l'identité. On le fait tous individuellement. Mais la société dans son ensemble a besoin de le faire formellement pour construire même des rapports. Par exemple, les policiers, ils sont habillés d'une certaine manière parce qu'ils racontent quelque chose de particulier. Et quand ils ne sont plus habillés de cette manière, ils ne disent plus la même chose, et puis eux-mêmes, ils sont même plus sûrs de ce qu'ils ont à dire, pour le coup, parce qu'ils ne peuvent pas vous donner un PV s'ils ne sont pas habillés en policier. Les statuts sociaux sont déterminés par ça. Alors vous allez me dire, d'autres exemples dans l'outillage, il n'y a pas un seul outillage qui est neutre chez l'humain. Même une cuillère. Une cuillère, elle va avoir une efficacité particulière parce que je vais manger ma soupe avec cette cuillère. D'un autre côté, si cette cuillère a appartenu à mon arrière-grand-mère,
eh bien, la soupe, elle a une saveur particulière. Enfin, la cuillère, elle est autre chose. Et on voit bien qu'on a même de l'outillage qui, à proprement parler, ne sert même à rien du tout. Même ce qui est supposé servir à quelque chose a toujours une partie qui ne sert à rien. La couleur, etc. Et parfois, on a même de l'outillage qui ne sert absolument à rien, le bijou. À rien du tout. Ah si, c'est fondamental, c'est ça qui est humain. C'est ça qui est humain, c'est fondamental. C'est le mode de reconnaissance, c'est la mise en scène de soi. Alors quand je disais narration, du coup, je ne sais pas si j'ai le temps, parce que moi je parle beaucoup, il faut qu'on me dise en termes de temps ce que ça donne. Il n'y a pas une... 18h22, jusqu'à quelle heure j'ai? Non mais dites-moi, parce que vraiment, après on regrette quand on me dit... oui. Ouais. D'accord, très bien. Je mets ça là alors. Donc où est-ce que j'en étais? On va voir si vous suivez. Les bijoux, certes, vous avez retenu les bijoux, mais enfin, ce qu'il faut, c'est la mise en scène de soi, voilà. Je disais structure narrative. Une narration qui se présente comme une mise en scène, c'est-à-dire pas quelque chose qu'on se raconte seulement à soi, mais quelque chose qu'on extériorise sur la scène du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une narration maintenant, pris individuellement? C'est quand on raconte une histoire. Quelle est la caractéristique d'une histoire? La caractéristique d'une histoire, c'est qu'elle ne peut pas exister sans un avant, sans une tension qui existe entre un avant et ce qui va se dérouler après. C'est la tension narrative. Donc quand je dis que les humains se racontent, ce n'est pas seulement le fait de s'habiller d'une certaine manière. C'est que ça se situe tout le temps dans une narration. Par exemple, vous venez dans une école de commerce parce que vous voulez faire plus tard quelque chose qui est relatif à ça. Donc ça se situe dans une narration, c'est-à-dire que vous projetez. Vous n'existez pas dans un présent stabilisé. Vous projetez ce que vous allez devenir. Vous ne pouvez pas supporter d'être ce que vous êtes individuellement, charnellement, corporellement. Vous êtes obligé de le penser sans cesse dans un devenir. Et ce devenir, il est directement souché, enraciné dans un passé qui vous donne le sentiment d'être ce que vous êtes. Soit que vous le rejetiez, soit au contraire que vous vous en gargarisiez. Ne serait-ce que parce que cet enracinement, il s'inscrit dans une partie de votre identité qui dépasse même votre manière de vous habiller, et qui pourtant peut être liée à votre manière de vous habiller, c'est votre nom, votre patronyme. Et même votre prénom. Pourquoi est-ce qu'on nomme avec un prénom particulier? Quelle utilité ça a? Ah oui, pour se reconnaître. Mais c'est quoi ces prénoms? Ces prénoms, ils participent d'une histoire. Ça a été quelque chose d'héroïque. Et là, on s'approche petit à petit du religieux. Moi, je m'appelle Raphaël, c'est un archange, j'en suis très fier. C'est pas le plus élevé, c'est Michel, paraît-il, qui est le plus élevé dans la hiérarchie. Mais du coup, c'est chaque fois, on vous donne un prénom. L'esthétique, c'est jamais gratuit. On vous donne un prénom parce que même si on en a oublié le sens profond, la valeur profonde, lourde, historique, mythique, ce prénom, il signifie quelque chose, je ne sais pas, parce que peut-être vos parents, ils regardent la télévision et ils trouvent que, je ne sais pas, Kevin, il y a beaucoup de Kevin. Non. Ouais. Je ne sais pas, il y a des héros dans des soap-opéras américains, et donc Kevin, c'est Kevin, on joue, et donc ça se situe tout le temps dans une narration, c'est-à-dire une manière de montrer quelque chose. Mais même avant, ceux qui disent « Ah, Kevin, c'est quand même mauvais genre », bon, sauf qu'en Bretagne, c'est pas mauvais genre, parce que pour le coup, c'est justifié. Mais ça se rapporte à autre chose. Donc il peut y avoir même des concurrences. C'est-à-dire un Marseillais qui s'appelle Kevin, c'est pas pour les mêmes raisons qu'un Breton en général. Vous voyez, tout de suite, hop, vous avez des problèmes d'identitaire. Mais chaque fois, ça se rapporte à quoi? Ça se rapporte à une mise en scène, et donc l'imitation d'un individu qui est héroïsé, de quelque chose qui aurait existé. Si on s'appelle Hercule, c'est parce qu'il y a Hercule dans la mythologie. Parce qu'il y a des saints lorsqu'on est chrétien. Mais même nous qui pensons être sécularisés, pas du tout dans un monde religieux, je vous dis, nos héros et nos saints, c'est des gens qui sont dans des soap-opéras américains ou ailleurs, et donc on nomme en fonction de ça. Alors, je vais nommer mon fils comme ça parce qu'il est tellement beau, Johnny, non, je ne sais pas quoi, voyez. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, Johnny Hallyday s'est nommé Johnny? Parce qu'il y a une image particulière de ce que c'est que Johnny. Évidemment, quand on est un chanteur à succès, à la base, si on veut se donner plus de chance, il vaut mieux s'appeler Johnny Hallyday. C'est peut-être un jeu de mots lacanien, si Johnny Hallyday. Ça ne s'est pas vérifié, paraît-il. Donc, en tout cas,
vous voyez qu'immédiatement, on se trouve dans cette question immédiate, enfin, de la narration. Alors ça, moi, j'essaye, et ça c'est le niveau de la narration pure, c'est pas tout le sens de notre vie, parce qu'on vit à différents niveaux, mais c'est ce qui fait la spécificité humaine, à mon sens, cette structure schizophrénique. C'est pour ça que je distingue 3 niveaux dans ce qui fait l'existence humaine, et ces niveaux, j'appelle ça des niveaux de désir, parce que la seule chose qui compte, pas seulement pour moi, conceptuellement, c'est le désir. En dehors du désir, à dire, il n'y a quasiment rien. Je disais aussi dans la voiture, le désir, c'est même une structure très inconsciente qui fait que quand on ne désire pas, ben on arrive en retard au rendez-vous. Parce qu'au fond, on ne désire pas. Et par contre, quand on désire, même si c'est à une heure incroyable, etc., ben il se trouve qu'on y arrive, on ne sait pas pourquoi, mais on y est, parce que vraiment, on avait besoin d'y être, quoi. Il fallait y être. Parce que c'est désirable. Donc le désir, c'est tout. Le désir, il est constitué aussi par l'esthétique, par la façon de s'habiller, par des choses qui deviennent désirables. Parce qu'on raconte quelque chose dans lequel on veut être. Il y a 3 niveaux de désir. Que j'appelle le désir de survivre. Deuxième niveau, le désir de vivre, qui est équivalent au désir de survivre mieux. Et le 3e niveau, qui est le désir d'être. Le premier niveau, si on prend un exemple d'activité, pour comprendre ce que j'essaye d'expliquer, on prend la nourriture. Comme ça, c'est facile. Premier niveau, désir de survivre. On est tous dans l'espace, à distance de ce qui peut nous permettre de survivre en termes de nourriture. Donc il faut qu'on s'y rende, ou il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse quelque chose. Jadis, dans les sociétés les plus anciennes, il fallait aller chercher sa bouffe, comme ça. C'était la distance physique. Maintenant, c'est une distance plus institutionnelle qui se caractérise par l'argent, pour pouvoir se nourrir. Et ça, c'est la survie. Il faut survivre. Mais c'est un désir. Il y a des gens chez qui, même ce désir-là, peut s'affadir tellement qu'il se laisse mourir d'inanition. Donc ce désir, il existe profondément dans le... C'est le désir de base, basique. Ensuite, il y a un deuxième désir. Et ce premier désir, on le partage avec les animaux, c'est clair. Le deuxième, on le partage partiellement avec les animaux aussi. C'est pour ça que ça nous trouble quand on parle d'outillage, etc. Parce que ça, c'est le côté plus technique. C'est le désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux. Dans le désir de survivre, vous allez me dire quelle différence alors? Avec la nourriture, je reste avec la nourriture. Lorsque je vais chercher ma nourriture seulement dans le désir de survivre, je me jette sur ma nourriture. On va dire que je vais y aller à pied avec ce que j'ai, comme ça, direct. Le désir de survivre mieux, c'est la dimension technique. Pour pouvoir gagner du temps et de l'énergie, je vais y aller en vélo, donc je suis obligé d'inventer le vélo. Et du coup, je vais gagner du temps. Ou même en voiture, parce que ça va être plus rapide. Et donc, je vais survivre, comme dans le premier niveau, mais mieux. C'est-à-dire, c'est le désir de vivre. De dire, ah, j'ai une vie, si vous voulez. D'accord? Donc, je gagne du temps. Et donc, tout le développement technique est lié à ça. À l'optimisation de la survie à travers un certain type d'artefacts, à travers l'amélioration technique, l'amélioration du langage.
Mais en même temps, on raconte quelque chose, on raconte qu'on est vraiment in. On peut avoir un jean déchiré et être milliardaire. Justement parce qu'on fait exprès. On fait exprès de faire celui qui ne fait pas exprès. Enfin, on n'arrête plus. C'est les poupées russes de la narration de soi. Vous voyez ? Ce désir d'être, il est extrêmement important parce que c'est celui qui structure la narration. C'est-à-dire que c'est celui à travers lequel, qui rend notre vie désirable au-delà de la simple survie et de la simple vie. C'est-à-dire c'est à partir de lui qu'on va venir, moi ce que je veux être, c'est avocat. Ok, je veux gagner beaucoup d'argent. Survivre mieux, vivre. Je veux gagner de l'argent, survivre tout court. Mais en même temps, je veux être avocat, pas n'importe quel avocat, comme la Ferrari. Je veux être avocat international. Je ne le prononce même pas en version française, c'est pas assez cool. C'est international. C'est ce que je disais à un moment donné aux étudiants. Tout le monde se mettait à Sciences Po dans la section relations internationales. Ne prononcez plus international, je leur ai dit. Prononcez relations international. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez relations international. Et c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous avez dans l'image. Vous dites international. Vous le voyez comme ça. Vous voyez déjà, vous voyez dans un jet, aller à New York, régler un conflit international. Ouais. Vous racontez un truc super classe et votre vie d'un seul coup a un sens. Vous êtes dans le jet, mais l'air de rien, quoi. Vous vous en foutez parce que finalement ça va de soi. Mais donc ça, oui. S'il n'y avait pas ça, sincèrement, s'il n'y avait pas ça, qui voudrait devenir président de la République ? C'est le seul intérêt. Heureusement qu'il y a l'Airbus A320, super équipé. Heureusement qu'il y a l'Élysée. Heureusement qu'il y a tout ça. Heureusement qu'il y a le décorum qui immédiatement rend désirable le président de la République. Parce que finalement, c'est ça la caractéristique. Mais cette narration, vous voyez, je vous dis, c'est la continuité. Alors quel rapport avec le religieux maintenant ? Le rapport avec le religieux, c'est que les religions, on pourrait les définir comme étant des entreprises spécialisées, parler en vocabulaire business, des entreprises spécialisées dans la construction de méta-narrations, je vais dire ce que ça veut dire, à l'intérieur desquelles les narrations individuelles peuvent se structurer, se construire à l'aise. C'est-à-dire que les religions, elles sont fondées sur un grand mythe. Et ce mythe, c'est quoi ? C'est une mise en scène générale avec des personnages auxquels on peut s'identifier. Même dans le christianisme, vous le trouvez, le mythe de la scène, avec une certaine morale, une manière de s'identifier, etc. Et puis après, ça peut être... Aujourd'hui, il y a des mythes il y a une production de mythes massive, décentralisée, avec la télé, avec tout ce que vous voulez, qui sont produites en permanence. Et les religions, c'est ces espaces particuliers, ces entreprises où on produit du mythe. Donc de la narration, une méta-narration, c'est-à-dire une narration plus large, à l'intérieur de laquelle nous, on peut se situer. C'est-à-dire que les chrétiens, par exemple, ils sont dans la méta-narration évangélique, et à l'intérieur, ils font leur petite sauce pour rendre leur vie cohérente et désirable. Par exemple, s'ils n'ont pas réussi à être riches, ils vont dire c'est normal, on a fait comme le Christ. Donc finalement, c'était super désirable. S'ils ont réussi, ils donnent une partie de leur argent à des entreprises caritatives. Et d'un seul coup, hop, leur vie aussi devient désirable. Encore, quand je dis ça, il faut bien que vous compreniez que je ne suis pas en train de le critiquer en disant que c'est bien ou mal. Je dis seulement que c'est. C'est pas parce que je décris un processus qui manifeste un certain type de comportement, qui donne une cohérence à la vie, que je me moque de ça, puisque moi je fais pareil. Tous les matins, je fais du yoga, un peu d'arts martiaux, un peu de méditation, Sur le moment, je le vois de façon très sérieuse. Dès que je m'assois et que j'ai un peu un regard anthropologique, je ris de ce que j'ai fait, mais je le fais quand même le lendemain, parce que de toute façon, je ne vois pas comment je pourrais vivre. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Attention, je décris seulement le processus. Même un type qui est un bandit, qui dit « moi, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de mythe », etc. Mais si, il a le mythe du bandit aussi. Il s'habille comme un bandit, mais un blouson de bandit. Ou s'il veut être un bandit qui n'a pas l'air d'un bandit, il s'habille en gentleman de bandit qui n'a pas l'air... De toute façon, on n'en sort pas. C'est impossible. Ouais. Alors, je vous disais, la caractéristique de la narration, c'est quand ça se situe dans une continuité. C'est pour ça qu'on va parler d'une destinée. Oh, j'ai un destin.
c'est ne pas être simplement sa corporéité brute. Donc je raconte quelque chose de moi, hors de moi, comme on le disait tout à l'heure, qui n'est pas ma simple composition physique. Parce que ma composition physique, c'est déprimant. Donc il faut que ma composition physique devienne une composition au sens théâtral du terme, c'est-à-dire un rôle de composition. Un rôle que je compose pour moi, mais que j'inscris dans un scénario général. Parce que s'il n'y avait pas de scénario général, ça serait solipsiste, c'est-à-dire que je me raconterais que vis-à-vis de moi-même, et les autres, ils n'auraient aucune idée du rôle que je joue si je me le racontais qu'à moi. Donc il faut que le scénario soit général, et quand le scénario est général, du coup les autres me regardent soit avec respect, soit avec condescendance, et donc du coup, immédiatement, ça participe de quelque chose. Et on ne peut pas s'en empêcher. Il y a une école sociologique qui s'appelle l'interactionnisme symbolique, qui montre que tous les comportements humains sont liés sans cesse à l'interaction. Par exemple, je suis là, je vous regarde, au moment où je suis en train de parler. Immédiatement, vous faites un très léger sourire parce que je vous regarde. Paf! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je parlais et qu'il ne se passait rien, finalement, ma parole n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que ma parole n'a du sens qu'à partir du moment où je suis dans un contexte particulier, il y a une mise en scène particulière, et tac, je vous regarde, et donc je me raconte. Je ne raconte pas seulement ce que je raconte en termes verbal, je fais aussi mon malin. D'ailleurs, vous le voyez, je fais mon malin. Je fais des petites anecdotes, machin, je bouge un peu, etc. Oui. Et en faisant mon malin, si vous ne réagissez pas, ça me vexe. Le problème de la vexation, c'est quand il y a un problème dans le scénario. Et les spectateurs ne regardent pas la même... Et donc dans notre vie, qu'est-ce que c'est qu'une insulte? Une insulte, c'est quand il y a deux individus. Un individu veut se présenter et dire ce qu'il est d'une certaine manière. Et à un moment donné, l'autre lui dit « Arrête ». L'insulte, ça veut dire « Tu n'es pas ce que tu prétends être ». Toutes les insultes, c'est ça en général. D'ailleurs, on dit « Tu es un con ». Ouais, c'est sûr que, bon voilà, il ne prétend pas être un con, dans sa manière de se présenter. Mais toutes les insultes finissent par être ça. C'est une rupture de la présentation de soi. Le charisme, c'est quoi? Le charisme, dans un groupe ou de manière générale, ou au niveau même de la nation, c'est un individu qui arrive à imposer son propre mythe, sa propre présentation de soi, et tout le monde finit par y croire. Alors que ça peut être complètement débile. C'est ça le populisme. Ce que j'écris dans le populisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde y croit. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un leader populiste. Vous avez vu Mussolini? Genre de petit gros qui s'habille de façon absolument ridicule et qui se prend pour le successeur des empereurs romains et qui veut ériger une sorte d'art néo-antique, absolument kitsch, et puis d'un seul coup, parce qu'il y a une ambiance particulière, tout le monde y croit. Pareil avec Hitler, vous l'avez vu? L'artiste peintre un peu raté, complètement frustré, qui s'excite comme un malade. On a le sentiment qu'il faudrait l'enfermer au bout de 10 minutes. Mais par contre, à un moment donné, paf, il se passe quelque chose, le scénario fonctionne, et tout le monde est là. Ah, il est Hitler! Parce que les humains fonctionnent comme ça. Tout le temps comme ça. Le pouvoir, ce n'est que ça. C'est le pouvoir de pouvoir faire en raison du charisme. Les institutions, c'est rien. Quand les gens me disent « Ah, mais vous rigolez, vous parlez de symbolique là, mais l'argent, c'est ce qui est matériel. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est que du symbole. Pourquoi est-ce que quand vous allez chez votre boulanger, il accepte, avec une feuille de papier où il y a un truc imprimé dessus, de vous donner le fruit de son travail? Mais il l'accepte parce que les autres l'acceptent et que tout le monde finit par l'accepter, puis que ça finit par faire un cours et que ça finit par être de l'argent. La spéculation, c'est bien ça, on spécule. C'est un miroir, c'est la spéculation, ça n'existe pas. C'est parce que tout le monde y croit que ça finit par devenir réel. Et qu'on négocie même sa croyance à travers des objets qui sont des objets vides. C'est encore plus avec la monétique. La monétique, il n'y a rien de plus religieux. C'est la création monétaire complètement abstraite. Donc c'est religieux. Alors d'autres disent, oui mais là vous exagérez parce que le religieux, c'est toujours instrumentalisé par le politique. Je me souviens, j'avais fait une conférence à Paris à l'Institut de recherche, je ne sais pas quoi, IS, à la fin, voilà. Je ne me souviens pas du... voilà. Et où il disait, oui mais là vous exagérez parce que moi je défends la primeur du religieux sur le politique et sur toutes les autres. Mais en élargissant le sens de ce qu'est le religieux, à ce que je vous dis, c'est la structure mythique qui permet de faire exister notre vie, d'exister. On me dit, oui, mais le religieux est toujours instrumentalisé par le politique, donc finalement, ce n'est que politique. Je dis, mais n'importe quoi. Je vous donne un exemple concret. Ou plutôt, je vous donnerai l'exemple concret après. Je vais passer d'abord par...
je vais être plus dans la déduction que l'induction. Enfin, voilà. Je leur dis, dans un sens, vous avez raison. Je réponds à mes détracteurs. Je fais comme si on était en train de discuter. C'est vrai que le politique instrumentalise toujours le religieux. Mais dans un autre sens, on peut dire que le religieux, c'est la seule chose qui est grévée, je vais expliquer ce que je veux dire, d'un potentiel d'instrumentalisation infini, non fini. Justement parce que c'est le désir d'être et on touche au cœur de ce qu'est l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une société où les gens même meurent de faim, désir de survivre qui est touché directement, désir de vie qui est touché directement, la manière qu'un pouvoir politique a de se maintenir, c'est d'un seul coup de devenir religieux. À ce moment-là, les gens, ils en oublient le boire et le manger. C'est la question du fanatisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on joue sur le dé, ils sont prêts à mourir pour ça. C'est une forme d'héroïsation. L'identification est plus importante que ce qu'on met dans le ventre. C'est ça qui est intéressant chez l'humain, c'est que c'est même inversé, la pyramide des besoins, en quelque sorte. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé avec Saddam Hussein, en Irak. Le parti de Saddam, dont faisait partie Saddam Hussein, je vous signale, c'est le parti Baas, qui est le parti le plus sécularisé. Je ne veux pas dire qu'il est athée, mais enfin, pour le Moyen-Orient, c'est la religion est superfétatoire. Comme dit c'est un truc, on peut s'en passer parfaitement. Et bien Saddam Hussein, quand il y a eu l'embargo sur l'Irak, les gens mouraient de faim et ils sentaient que son pouvoir commençait à vaciller parce qu'il y avait des révoltes qui commençaient à surgir. Et à ce moment-là, on l'a vu apparaître à la télévision en direction de la Mecque en faisant des prières tous les jours. Et là, ça allait beaucoup mieux. Là, tranquille. Ça s'est maintenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué sur le désir d'être, qui en fait chez l'humain est plus fondamental que le reste. Mais après, une fois qu'il a eu fait ça, Saddam Hussein, comme le religieux c'est fondamental, c'est-à-dire c'est tellement fondamental, c'est tellement, vous voyez, la vexation, c'est ce qui fait qu'à un feu rouge, un type va sortir, même si c'est contre son intérêt, il va vous casser la gueule, même s'il bousille sa carrière. Vous le voyez en sortie de boîte, pourquoi c'est fondamental. Mais ce n'est pas seulement en sortie de boîte, Nicolas Sarkozy, avec le type, viens, ta gueule. Mais ils ont tous cette tension-là. Le véritable homme politique, c'est celui qui dit, non, je me retiens, parce que de toute façon, pour mon ego, ça sera encore plus ensuite, encore plus, mon désir d'être, encore plus ensuite. C'est seulement parce qu'il le gère comme ça. Parce que s'il ne pense qu'à ça aussi, comme vous tous. Je ne sais plus ce que je disais. Revenons en arrière, je fais exprès pour voir si vous suivez. Enfin, pas vraiment. Voir si vous suivez, c'était quoi que je disais quoi, en fait. Voilà, politique et religion. Voilà, sur politique et religion. Je leur dis, mais en fait, la difficulté, elle est là. C'est qu'à partir du moment où si vous êtes un pouvoir et que vous avez besoin de maintenir votre pouvoir et qu'il y a un problème au niveau de la survie des gens, et donc vous utilisez le religieux en dernier ressort, vous allez vous maintenir. Seulement, ça comporte un risque. C'est que comme c'est grévé d'un potentiel d'instrumentalisation infinie, c'est la boîte de Pandore. Une fois que vous avez instrumentalisé le religieux ne s'arrête pas à votre instrumentalisation. C'est-à-dire qu'à partir de là, les oulémas, les docteurs de la loi, ceux que vous avez valorisés, eh bien, c'est eux qui vont mettre en péril votre pouvoir et que vous allez devoir gérer. Vous comprenez? Ce qui veut bien dire que ce qui était premier, c'était le religieux. Justement parce que le religieux, une fois que vous y touchez, vous touchez à quelque chose qui peut vous aider à l'instant T1, mais à l'instant T2, ça vous brûle entre les doigts. Parce que vous touchez à une structure trop fondamentale, trop désirant, le désir le plus profond qu'il y a. Donc vous êtes obligé d'inventer d'autres processus. Ça veut bien dire que le religieux, il n'a pas disparu. Alors, deuxième partie d'exposé, parce que je n'ai pas le temps de développer trop, le religieux, c'est aussi ce que j'appelle, mais je ne veux pas vous initier trop à mes systèmes, c'est ce que j'appelle l'adhérence, que je distingue de l'adhésion. L'adhésion, c'est quand j'adhère à un parti politique. Bon, j'adhère à un parti politique, j'y réfléchis, oui, c'est bien ce parti politique, les idées, oui, je suis un peu à gauche, non, alors là plutôt ça, etc. L'adhérence, c'est autre chose. L'adhésion, j'y réfléchis. Du coup, c'est moins fondamental, c'est beaucoup plus superficiel, paradoxalement. Alors que l'adhérence, j'emploie l'adhérence parce que c'est ce sur quoi je marche, c'est le sol mythique. C'est ce qui me fait être ce que je crois être, c'est mon rôle. Et du coup, j'adhère, mais je ne regarde pas ce sur quoi j'adhère, ça va de soi, c'est ce que je suis.
je suis sur la scène. Dès que je regarde, d'un seul coup, je suis moins... C'est plus fragile, parce que j'y réfléchis. Ça devient de l'adhésion. L'adhérence est première, avant toute adhésion. Donc quand des gens sont des grands idéologues, par exemple, je vous donne un exemple, c'est ce qui explique que vous allez avoir une multitude de gens, dans mon milieu un peu d'universitaires gauchistes, bien sous tout rapport, qui sont ultra féministes pour la galerie, du point de vue de l'adhésion, ils y croient, mais du point de vue de l'adhérence, il faut voir comment ils se comportent avec leurs femmes. C'est-à-dire, dans la réalité, il faut voir ce que c'est. Non, il y a une multitude de gens qui sont comme ça. Je n'ai pas dit que tout le monde était comme ça. Je dis qu'il y a une disjonction, souvent, entre l'adhésion et l'adhérence. Ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pour dire que ce n'est pas pareil, l'adhésion et l'adhérence. C'est-à-dire qu'on peut croire à un truc idéologiquement, à quelque chose, mais être incapable de le vivre en termes d'adhérence. Oui. Parce que l'adhérence, c'est vraiment ce à quoi je veux vraiment ressembler dans le fond du fond, quand je me regarde dans une glace, quand je pense à ce tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et parfois, ce n'est pas explicite, c'est-à-dire que les autres ne le savent pas vraiment. C'est-à-dire que si je suis féministe, en fait, c'est pour des raisons qui ne sont pas connues aux autres et qui ne me sont peut-être même pas connues complètement à moi-même. Je prends l'exemple de féminisme, mais ça pourrait être une multitude d'autres choses, si je suis à gauche ou si je suis à droite, etc. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, je pense, à être à droite ou à être à gauche, il y a des gens qui sont à droite et ils vont le justifier du point de vue des idées, mais quelque part, c'est plus esthétique que les idées. Parce qu'en fait, ce qui est plus profond, c'est l'esthétique. C'est ce que dit d'ailleurs Friedrich Nietzsche. Il dit c'est la superficialité par profondeur. Parce qu'en réalité, l'esthétique est plus profonde. C'est ce qui motive beaucoup plus notre décision. Par exemple, pour une voiture, pour toute une série de choses. Le rapport à la marque, on le voit très bien, sinon ça ne marcherait pas. Le rapport à la marque, c'est fantastique. Ça va même jusqu'aux médicaments. Les gens, ils ne veulent pas acheter des médicaments génériques. C'est pour ça que ça aurait très, très bien la proposition de Marisol Touraine sur les paquets de cigarettes neutres. J'ai fait une émission la semaine dernière sur le sujet, moi j'ai défendu le sujet. Parce que quand on commence en particulier à fumer, c'est parce qu'on est immergé dans la narration de la virilité du fait de fumer. Donc c'est une sorte de faiblesse de notre propre narration. C'est uniquement ça, parce qu'il n'y a aucune raison pour commencer à fumer. Quand on commence. Aucune. Quand on y est, oui, il y a des raisons, c'est qu'on est dépendant. Mais quand on commence, il n'y a aucune raison. La seule raison, donc, et donc le paquet de cigarettes, dans la manière même, le paquet de cigarettes ultra fin, avec les cigarettes fines, cool, non, je ne fume pas vraiment tout en fumant. Ou alors le paquet de cigarettes Marlboro, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait interdit le cow-boy. Les types, ils voulaient être cow-boy, du coup, il y avait plus de gens qui achetaient. Ben aujourd'hui, faire un paquet de cigarettes neutres, je suis persuadé qu'en particulier chez les jeunes, ça limite. D'ailleurs, ils ont fait l'expérience en Australie depuis 2012. C'est le chiffre le plus bas, la consommation la plus basse de cigarettes de toute l'histoire de l'Australie, depuis qu'ils ont fait ces paquets de cigarettes neutres. Parce qu'évidemment, ça ne dépasse pas pareil. C'est pas pareil que c'est grisouillé, écrayeur. Il n'y a même pas marqué fumer tue, il n'y a rien marqué. C'est horrible. Donc c'est plus... vous voyez, c'est pas des cigarettes qui vous ressemblent, quoi. Donc, c'était quoi la deuxième partie? Je deviens Alzheimer. Non, ouais, mais j'avais dit... Ah oui, dans le monde global, qu'est-ce qui s'est passé, etc. aujourd'hui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la sécularisation? La sécularisation, ça serait le processus historique par lequel la religion a l'air de moins compter. C'est-à-dire que la religion, au sens strict, ne détermine plus ce qu'on fait dans la vie, nos comportements moraux, comportements sexuels, le comportement politique, nos goûts, notre esthétique, notre rapport à l'art, etc. Ça serait ça, la sécularisation. En fait, on a eu l'habitude d'opposer la croyance à la connaissance dans cette idée de sécularisation. C'est-à-dire comme si, d'un seul coup, il y avait une sorte de rouleau compresseur qu'on appellerait la rationalité, même la rationalité scientifique, et que ce rouleau compresseur finissait par écraser les anciennes croyances, au point qu'un jour peut-être, nous n'aurons plus de croyances, considérées presque toutes comme des superstitions. En tout cas, l'école philosophique qui défend ça, c'est ce qu'on appelle le positivisme au XIXe siècle. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus positiviste au sens strict, mais il y a quand même toujours encore cette idée-là, cette espèce d'inconscient du rouleau compresseur de la rationalité, d'une distinction entre la science, ça c'est scientifique, ça c'est le sens commun, c'est les superstitions, c'est religieux, etc. En réalité, moi je ne crois pas que ça se soit passé comme ça.
c'est qu'il y a, premièrement, une chose sur laquelle il faut réfléchir en termes de croyances, puisque vous avez dit que je m'intéressais à la structure des croyances, c'est qu'une croyance, pour fonctionner en termes d'adhérence, elle doit être plausible. Contrairement à ce que raconte tout le monde, c'est-à-dire que c'est plausible en fonction de ce que l'on croit savoir à une époque donnée. D'accord ? Et le problème, c'est que lorsque ce que l'on croit savoir à une époque donnée évolue, et que le mythe, qui était la mise en scène dans laquelle on joue notre vie, lui, n'évolue pas, eh bien, il y a la transformation de ce que j'appelle le glissement ou la dégénérescence, la dégradation du mythe en fiction. Et la fiction, ce n'est pas pareil que le mythe. Le mythe, c'est quand on se raconte quelque chose qui est plausible, mais au-delà de ce qui est simplement vu, puisqu'on n'a pas un contact direct avec le réel. On est obligé d'interpréter le réel en fonction justement d'un mythe, mais il faut que cette interprétation soit plausible par rapport à la science. D'où aujourd'hui le développement dans les mouvements New Age d'une interprétation de la mécanique quantique, du rapport à l'énergie, parce que c'est plausible. Ce n'est pas la mécanique quantique, mais c'est plausible. Donc il doit y avoir un rapport de plausibilité. Qu'est-ce que la différence entre mythe et fiction ? Pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une fiction, par rapport au mythe, dans mon acception, parce que parfois on dit fiction, mais pas dans le sens que je vais vous le dire. C'est comme dans une cour d'école, l'emploi de ce que j'appelle le conditionnel infantile. Vous savez, quand des enfants disent bon alors, on va faire un jeu, on dirait que je suis agent secret, et toi, on dirait que tu es l'espion dans un pays où je suis agent secret. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants établissent une règle du jeu pour se donner un frisson, thrill, pour avoir du plaisir. Hein, et en fait, ils savent que ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils disent on dirait que. On dirait que tu es ceci, on dirait que tu es cela. Ils jouent, ils apprennent à désirer quelque chose qui un jour sera peut-être vrai, qui fera partie de leur mythe. Mais là, ils apprennent à le faire. Vous voyez ? Quand la maîtresse d'école, la professeure des écoles, sonne ou dit ça y est, on rentre, ils savent que ce n'est pas vrai. Le problème des religions dites monothéistes, même si c'est un concept complexe, mais dites monothéistes, comme le christianisme, en particulier catholique, à partir du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est que le champ de plausibilité de ce qu'elle racontait, de ce qu'il racontait en termes de mythe, s'est réduit de plus en plus par rapport à ce qu'on croyait savoir. Par exemple, l'univers infini, Kepler, toute une transformation de la vision du monde qu'on avait, puis un univers fini type aristotélicien, et puis après ça s'est dégradé au XIXe siècle avec le darwinisme, l'évolution, donc comment est-ce qu'on pouvait concevoir une sorte de l'évolution telle qu'elle est décrite dans la Bible, etc. Toute une série de choses qui ont rendu la narration difficile à raconter. Et donc, la théologie a consisté à faire quoi ? À essayer de dire que c'était quand même vrai, mais d'un point de vue symbolique, pour continuer à être plausible. Donc il y avait un rapport de c'est de moins en moins plausible. Le problème, c'est qu'il y a toute une partie du catholicisme néanmoins qui a fini par dégénérer à l'état de fiction. Et où un certain nombre de gens, je pense à la Bretagne par exemple, justement, et d'hommes politiques, qui peuvent très bien être de fiefés incroyants, vont être catholiques, mais catholiques au sens maurassien du terme, c'est ce que disait Charles Maurras. Je suis athée, mais enfin le catholicisme, pour la structure sociale, pour la morale, c'est important. C'est-à-dire que je fais comme si. C'est le conditionnel infantile. C'est une fiction, mais une fiction qui est utile socialement. Et vous allez avoir toute une partie de la religion qui va devenir ça. Le luthérianisme, en Suède, c'est la religion officielle, alors que la Suède, les gens se disent luthériens dans leur écrasante majorité, alors qu'en même temps, ils se disent athées dans leur écrasante majorité. C'est l'endroit où il y a le taux d'athéisme plus important au monde. Comment c'est compatible ? Tout simplement parce que c'est devenu une fiction, mais une fiction sociale, même qui est là uniquement pour légitimer politiquement quelque chose, qui est là comme un chapeau esthétique. Sauf que comme la nature humaine a horreur du vide, que le désir d'être doit continuer à se raconter,
pendant certains types religieux dégénéraient à l'état de fiction, en même temps se constituaient sauvagement de nouvelles formes de croyances qui ne s'étaient pas encore structurées en institutions qu'on appelle, à proprement parler, religieuses. Mais les gens se mettaient à croire un certain nombre de choses. C'est là-dessus que j'ai travaillé dans Souci de soi, conscience du monde. Ou, par exemple, je donne un exemple, la croyance en l'énergie. Progressivement, c'est passé dans le vocabulaire. Vous rentrez dans une pièce, les gens vont vous dire « Ah, il y a une bonne énergie ici. » Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne énergie? N'importe quoi. Ah, est-ce que l'énergie, c'est un truc qui est à la fois pas visible, plausible du point de vue scientifique? On a le sentiment que c'est lié à nous, parce qu'en même temps, il y a le paradigme de la circulation. C'est bien parce que ça circule. Ce n'était pas le cas au Moyen-Âge. Au contraire, il fallait que ce soit stable. C'était l'éternité, c'est ce qui est supposé être stable. À partir du 19e, du 20e siècle, il y a une religiosité du progrès, donc du mouvement, donc de ce qui circule, donc de l'énergie. C'est pour ça que même aujourd'hui, un kiné, quand il veut vous dire que vraiment vous avez mal au dos, il vous dit « Ah, vous avez un blocage ». C'est un terme religieux, en fait, dans un sens, parce que ça entre dans une mythologie qui est la mythologie de la circulation. C'est bien parce que ça circule. Alors que c'est plausible, je n'ai pas dit que c'était faux, c'est plausible. Mais il y a toute une partie qui est une partie religieuse qui fait qu'on y croit pour ça. Quand vous regardez un yaourt sous prétexte qu'il y a des vitamines, on va dire « Ah, c'est plein d'énergie », alors que les vitamines, ça n'a rien à voir avec l'énergie. C'est plein d'énergie, mange ça, c'est plein de vitamines. What do you mean? Ou alors, je vous donne un autre exemple, la diversité. Comme aujourd'hui, on est dans un monde touché par la claustrophobie globale, puisqu'on est dans un monde qui s'est fini à l'échelle planétaire, donc on est dans une économie de cette finitude qu'on appelle l'écologie, parce qu'on voit que c'est fini, alors que jadis, on n'en voyait pas la fin, donc on n'était pas écologique parce qu'il n'y avait rien à gérer, puisqu'on pouvait aller dans le champ d'à côté et qu'on pensait que ça continuait toujours. C'est pour ça d'ailleurs que je parle dans un livre du mythe de l'Indien écologiste. Il ne peut pas être écologiste, l'Indien, il s'en fout, il pense que ça finit jamais. Donc il dégueulasse tous les endroits où il est, ça pose aucun problème. Sauf que le citoyen post-industriel, il se représente l'Indien comme quelqu'un de proche de la nature, super cool avec la nature, et qui est donc écologique par essence. Il n'est pas écologique par essence, c'est toi qui es écologique en tant qu'individu post-industriel et qui te reproche d'être en train de faire ce que tu fais, c'est-à-dire effectivement de dégueulasser la nature. Et donc tu projettes sur une sorte d'indigène absolu qui n'a jamais existé. Ça, il y a des études anthropologiques très précises sur les Sioux, sur tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, ça pose même des problèmes. Ça pose même des problèmes aux Sioux eux-mêmes, par exemple, dans les réserves. Parce qu'ils sont obligés de se conformer à l'image qu'on a d'eux-mêmes s'ils veulent obtenir les subventions. Alors qu'ils disent, nous, normalement, on ne faisait pas ça, c'est pas ça notre culture. Et même les aborigènes, ça leur pose un problème. Par exemple, la mode du chamanisme aujourd'hui. Chamanisme, ça a l'air d'être, c'est l'ensauvagement, c'est super profond, ça a quelque chose d'énergétique. Donc tout le monde, dans les entreprises, font des stages de chamanisme. Les religions amérindiennes, qui ne sont pas sibériennes, et pourtant le chamanisme c'est sibérien ou bouriate, ah non, ça va devenir du chamanisme aussi, parce que ça a du succès le chamanisme. Les Indiens, ça va être du chamanisme. Les aborigènes, ça va être du chamanisme aussi. Et moi, j'ai travaillé sur, justement, des conflits qu'il y a à l'intérieur des communautés aborigènes en Australie, où ils disent, ça nous pose un vrai problème, parce que les touristes, ils viennent, parce qu'ils disent, ah, c'est le chamanisme australien. Sauf que pour eux, c'est pas du chamanisme. Ils voient ça autrement. Ce rapport à la nature, c'est quelque chose qu'on a construit, nous, récemment. Justement parce que la nature ne représente plus un danger, mais alors que dans les sociétés traditionnelles, c'était un danger, la famine, etc. Donc il y avait une adoration de la nature comme étant un danger, quelque chose qui peut sans cesse nous abattre. Donc il y avait une manière d'exorciser la nature. Ce n'était pas la relation séminale avec la nature. Alors qu'aujourd'hui, on a le culte de la nature, justement parce qu'on a le sentiment de sa fragilité qu'on n'avait pas avant. Et du coup, on la protège parce qu'on sent cette fragilité, la fragilité du substrat sur lequel on vit. Donc c'est plausible et c'est normal de faire ça. Mais ça devient religieux parce qu'on raconte quelque chose à partir de ça. Et du coup, ça devient Gaïa, la mère nature, etc. Vous l'analysez dans la science-fiction, vous regardez ce film-là sur où il y a des extraterrestres, une planète avec qui se réincarne plus ou moins, je ne sais plus. Avatar. C'est magnifique, Avatar. Parce que l'extraterrestre, moi, Avatar, dans mon bouquin, j'appelle ça des ultraterrestres. Ce n'est pas un extraterrestre, vous avez remarqué, il a toutes les caractéristiques de l'indigène perdu de la Terre. Donc c'est un ultraterrestre, c'est-à-dire c'est l'image et la synthèse absolue de tous les indigènes dans ce qu'ils ont de plus magnifique, qu'on aurait nous perdu hommes urbains. Et donc on a les méchants qui arrivent, qui viennent de la Terre et qui évidemment vont s'attaquer à ces pauvres ultraterrestres qu'on fait passer pour des extraterrestres. Et on voit bien que se constitue une mythologie qui n'est pas institutionnalisée, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlée par une institution comme l'Église catholique, mais que c'est de la croyance.
Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Moi, j'y crois aussi. J'y crois aussi parce que je me raconte moi aussi avec ce qui est le plus plausible. Évidemment. Et on ne peut pas faire autrement, et c'est très bien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une autre raison pour laquelle ça a évolué dans la globalisation. C'est que, comme son nom l'indique, la globalisation, c'est le fait qu'à un moment donné, on a rencontré d'autres espaces, c'est-à-dire d'autres espaces culturels. Or, dans ces espaces culturels, il y a des gens qui ont construit ce que j'ai appelé devant vous l'identité, c'est-à-dire leur manière de vivre, leur esthétique, et donc ce qu'un philosophe comme Paul Ricoeur appelle le régime de vérité, pas seulement la vérité, mais tout ce qui fait que leur vie a un sens et cohérente. Pour nous, c'est la croyance en Dieu, au Moyen-Âge, etc. Pour eux, ça va être autre chose. Or, si vous tombez, vous êtes en contact avec un autre individu, et même un groupe d'individus qui a un autre régime de vérité, c'est-à-dire qui se comporte complètement autrement, et qui justifie même sa morale, ce qui est bien, ce qui est mal, complètement différemment de vous. Quelle est votre tentation? Comment est-ce que vous le gérez? Parce que ça peut provoquer immédiatement une dissonance cognitive. Soit vous croyez que c'est vrai, à ce moment-là, vous ne pouvez plus croire que ce que vous croyez est vrai aussi, et donc ça détruit tout ce qui stabilisait votre manière d'être, votre désir d'être, et vous avez vu que c'était ce qui est de plus important. Soit vous dites, il a tort. C'est la première manière de réagir. C'est donc un barbare. C'est la question du barbare qui est de l'autre côté de la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire barbare, d'ailleurs, en grec? Oi, barbaroi, ça veut simplement dire ceux qui baragouinent quelque chose qu'on ne comprend pas. Par conséquent, ce sont des gens inférieurs qu'on ne doit pas fréquenter. Leur coutume, c'est n'importe quoi, ils ont tort. Oi, barbaroi, c'est ce qu'entendent les Grecs lorsqu'ils entendaient par les Perses. Bar, 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 bar. Ce qui veut dire, ça fait le mot barbare, c'est-à-dire, en gros, ça veut dire non grec, qui ne parle pas le grec. Donc, s'ils ne parlent pas le grec, ce n'est pas la peine qu'on écoute ce qu'ils ont à dire. C'est une manière de gérer la dissonance cognitive. Moi, j'appelle ça par exclusion. Mais c'est pas mal, hein. Par exclusion, je ne dis pas que c'est mal, je ne prends pas position. Seulement, le problème, c'est que vous pouvez gérer par exclusion quand vous avez seulement une catégorie d'autres de l'autre côté de la frontière. Mais lorsqu'on est en situation de globalisation, ça veut dire que vous en avez un d'un côté, c'est un Chinois, d'un autre, vous avez des Amérindiens, avec des cultures précolombiennes, puis après au nord vous avez des Lapons, au sud vous avez des Africains, après vous avez ceci, cela. Et alors ça marche de dire ils ont tort parce qu'ils ne parlent pas le grec avec un, limite deux, et on dit bon ok on est plus intelligent. Seulement lorsque vous en avez, on dit même ce sont des non-hommes, non-hommes. Mais lorsque vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, et qu'en plus vous les faites vivre chez vous, parce que c'est ça le processus de globalisation, il y a des échanges qui deviennent des échanges matériels, économiques, symboliques et humains, il y a des migrations, à partir de là, ça finit par être un problème. Alors vous essayez de les convertir. Et une fois qu'ils sont convertis, c'est ce qu'on essayait de faire avec les Amérindiens, on les convertissait pourquoi? Pour gérer notre propre dissonance cognitive potentielle. C'est-à-dire, on les convertissait parce qu'une fois qu'ils sont d'accord avec nous, on dit, bah, ils voyaient bien qu'ils se trompaient, donc c'est bien nous qui avions raison, même eux ils le disent, puisqu'on les a convertis. C'était ça le but. Le but de quelqu'un qui vous... Les gens qui viennent chez vous pour vous convertir, qui sonnent dring, dring, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur propre foi, sinon ils n'auraient pas besoin de vous convertir. Mais quand ils vous convertissent et que finalement vous adhérez à ce qu'ils disent, c'est évident que j'ai raison. Même lui, maintenant, il a compris, une fois que je lui ai dit. Donc il y a eu cette méthode, sauf que ça n'a pas marché. Ça a marché pour certains, pas marché pour d'autres. Et le fait qu'il y ait une multitude de désirs d'être, de manières d'être, complètement incompatibles les unes avec les autres, les Chinois ici, machin, au bout d'un moment, la dissonance cognitive n'était plus gérable. Donc on a inventé deux autres manières dans la globalisation de gérer. La première manière, c'est plus par exclusion, c'est ce que j'appelle la méthode de la mesure. C'est-à-dire que comme ils sont tous différents de nous, et c'est ça la technique occidentale, c'est ce que les Européens vont faire, ils vont mesurer les manières d'être des autres en fonction de leur propre manière d'être. Et ils vont situer la manière d'être des autres, même s'ils sont présents à eux dans un espace qui est l'espace planétaire, ils vont le replacer dans le temps, comme si c'est parce qu'ils sont arriérés, c'est parce qu'ils sont plus anciens. Ils vont mettre sur une échelle temporelle ce qui existait dans l'espace. Résultat, ça ne pose plus de problème par rapport à leur choix de vie.
On va dire, ah mais c'est juste parce qu'ils sont inférieurs, ils sont primaires. Donc comme ils sont inférieurs, c'est normal qu'ils ne pensent pas pareil que nous. C'est pas qu'ils ne pensent pas pareil que nous en soi. C'est seulement qu'ils ne pensent pas encore comme nous, parce qu'ils sont. Et du coup, ça permet de gérer la dissonance cognitive. Ils ne pensent pas encore comme nous. Mais un jour, sans doute. Donc ça va, c'est bon. Ça a l'air d'être très différent, mais un jour, ils vont y arriver. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un courant de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie unilinéaire, d'évolutionniste unilinéaire, où il y a une seule ligne. On passe tous par les mêmes étapes. Et cette anthropologie, elle a justifié quoi politiquement? Elle avait en même temps un intérêt majeur, la colonisation. Parce que du coup, quand on colonise, on est sympa. C'est juste pour leur prendre la main et leur faire gagner du temps, pour qu'ils pensent plus vite comme nous, qu'ils aient la chance plus vite d'arriver au sommet de la montagne. Donc tout ce qui a l'air différent va être replacé dans une échelle de complexité, avec une même ligne. C'est bon, ouf, la dissonance cognitive est gérée. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas aimer. Et là, ça va poser d'autres problèmes. Et nous-mêmes, on va se poser des questions sur la légitimité de procéder de cette manière. C'est intéressant parce que la première science qui avait justifié cette gradation des cultures, c'est la première science qui va la remettre en cause, c'est l'anthropologie, qui va dire, et finalement, si ce n'était pas comme ça, si ça ne fonctionnait pas. Et alors là, il y a une autre méthode, c'est la méthode du XVIIIe siècle, la dernière, c'est celle que j'appelle la méthode du fondement. C'est-à-dire que tout est différent. Alors comment on fait pour gérer la dissonance cognitive? On va dire, ah, tout est différent, mais c'est à la même origine. Donc tout ce qui a l'air d'être négatif, violent, etc., ce n'est pas une spécificité de cette différence, on va dire, de l'islam, du christianisme ou du taoïsme ou je ne sais quoi, c'est seulement parce que c'est une dérive historique, on va dire. Mais en fait, si on revient au fondement, on veut tous la même chose. C'est complètement faux. Mais va se construire progressivement un nouveau mythe, en fait, qui est le réaménagement d'un mythe qui existait déjà, mais qui va être réutilisé dans cette idée du fondement, c'est le mythe de la civilisation perdue. Donc finalement, toutes les civilisations, même si elles ont l'air d'être différentes, elles remonteraient toutes à une civilisation perdue. Donc, en définitive, ça s'est perdu, mais nous, on peut le retrouver. Mais comme ça s'est perdu, on ne peut pas le retrouver dans ces cultures, on peut seulement y aller pour en faire l'expérience, pour aller de l'une à l'autre, parce qu'en fait, on va le retrouver en nous-mêmes, puisque ça reste en nous-mêmes. C'est ce que j'appelle l'individuo-globalisme, qui est devenu la religiosité de notre temps, la religiosité nomade, où on va d'une religion à l'autre pour picorer ce qui nous intéresse, parce que c'est le signe de quelque chose qui serait pareil, mais à l'origine. Et on pense presque tous comme ça aujourd'hui. Et tout le New Age est fondé là-dessus, et la structure des croyances actuelles est fondée là-dessus, et même la notion d'universalisme. Par exemple, la franc-maçonnerie est fondée là-dessus. La franc-maçonnerie, pour moi, c'est la première religiosité individuo-globale. C'est pour ça qu'on mélange tout en franc-maçonnerie et qu'on met des symboles à l'époque, bon, des monothéismes, en mélangeant avec des idées du XVIIIe siècle. Mais en fait, aujourd'hui, on pourrait même rajouter autre chose, du bouddhisme, tout ce que vous voulez, puisque l'outil du symbole, c'est une manière de dire, à l'origine, c'est pareil. D'ailleurs, il y a même un mythe maçonnique qu'on appelle le mythe de la parole perdue. Et donc chacun peut la retrouver en soi, mais en même temps, elle se manifeste de façon variée dans toutes les manifestations historiques, religieuses, etc., mais de façon partielle. Donc si jamais c'est contraire à ce qu'on éprouve, on peut toujours dire non, c'est pas le bon côté de l'islam qu'on regarde, c'est pas le bon côté du christianisme, c'est pas le bon côté du bouddhisme. Le bon côté, c'est ce qui se ressemble. Donc c'est le mythe de la tradition, qui serait au-delà de toutes les traditions, c'est-à-dire la tradition dite primordiale. Et c'est comme ça qu'on construit une identité et que ça redevient compatible et qu'on peut avoir une identité globale, tout en gardant des différences. Et que ça devient viable. Aujourd'hui, on a un mix entre l'exclusion à un certain niveau, la mesure lorsqu'il y a des résurgences de racisme et le fondement lorsqu'on est dans cette espèce de pari qui est le pari de l'universalisme. Parce que s'il y a universalité, il faut forcément qu'elle ait un socle. Et ce socle, ça serait qu'on aurait une origine commune. On va dire, ah, c'est l'humain, c'est ceci. Oui, c'est cela. Donc la modernité, c'est quoi, d'ailleurs? On vous dit la modernité, c'est et je finis par là sur ce point, on vous dit la modernité, c'est la rationalité, c'est certains, vous voyez toutes ces définitions. Modernité, c'est le progrès, c'est ce qui est neuf.
Ah, j'ai une machine à laver vachement moderne. Ça veut dire dernier cri. On va dire ça. Bon. Alors que, on va dire, la modernité, c'est la rationalité. Bah, non, en fait, tout ça, ce sont des effets. Le fait que, non. La modernité, il faut prendre le mot. Modernité, c'est la multiplicité des modes, donc des modalités d'existence dans un même espace social pour la première fois de l'histoire. Et comment on fait pour gérer? Donc la modernité, c'est comment le gérer, cette multiplicité des modalités d'existence. Comment arriver à les gérer? Et c'est là où j'en arrive à la troisième partie. Ah, je suis assez content là. Ça, c'est sans transition, comme disent les journalistes. Donc à la troisième partie, c'est que dans les différentes sociétés modernes, l'enjeu, c'est d'arriver à gérer cette multitude de modalités d'existence dans un même espace. Et c'est pour ça qu'on invente les droits de l'homme. Qu'on invente les droits dits formels. Plus les droits personnels, mais les droits formels, qui tiennent à ma subjectivité, au fait qu'il y a quelque chose en nous qui est irréductible, qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. C'est seulement notre subjectivité, parce que c'est en nous, c'est parce qu'on le vaut bien, si vous voulez. C'est parce que c'est notre désir, c'est parce que c'est notre volonté. C'est la sacralisation de la volonté en tant que telle. Ce que Kant appelle la subjectivité transcendantale. Ce n'est plus le transcendant qui est à l'extérieur de nous, c'est transcendantal parce que c'est notre subjectivité, c'est ce qui est en nous. Ça aboutit à la petite phrase télévisuelle, c'est mon choix, et je vous emmerde. Et je veux dire, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a une subjectivité irréductible. Cette subjectivité irréductible, elle se caractérise par le désir et la possibilité reconnue de s'associer avec d'autres subjectivités pour avoir un groupe qui construit son identité comme étant gothique, même si la société, elle n'est pas gothique, en étant croyant aux soucoupes volantes, les différentes sectes, ou même en n'ayant aucune religion, mais en étant passionné par le fait de jouer à la pétanque et ça devient mon identité, ou au bridge, ou tout ce que vous voulez. Et donc d'avoir même une manière de s'habiller, une esthétique qui est liée à ça. Et ça peut même se multiplier à grande vitesse, et quand ça se multiplie vraiment à grande vitesse, et qu'on n'arrive plus très bien à savoir quelles sont les narrations qui sont accrochées à ces transformations très rapides, on appelle ça carrément des modes. Fashion. Tac, 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 ça multiplie. Si c'est un désir d'être, c'est une manière d'être, c'est compatible, mais ça va tellement vite. La modernité, moi, ce que j'appelle à la fin du bouquin l'hypermodernité, c'est quand ça prend un tel rythme. C'est pour ça que j'emploie le préfixe grec hyper qui veut dire plus que. Ça prend un tel rythme que ça cherche sans cesse à dépasser la vitesse à laquelle ça va. Et quand c'est devenu le paradigme de la vitesse en soi, qui est presque devenu, comment dire, une revendication de vitesse en tant que telle, donc d'aller plus vite, on en arrive, parce que ça se manifeste tout le temps dans la langue, quand on veut dire que quelque chose est bien, on ne se contente pas de dire que c'est bien, on dit « ah, c'est trop ». Ça veut dire que c'est hyper. C'est parce que c'est plus que ce que c'est, donc c'est bien. C'est bien parce que c'est trop. Moi, quand je parle à ma fille, elle dit « c'est trop ». Donc si c'est trop, c'est pas bien. Non, c'est trop. C'est plus que hyper. Ouais. Et donc on voit bien que la langue se transforme, tout se transforme. En fonction de ça, qu'est-ce que je disais juste avant? Parce que je veux finir par... Voilà. Donc multiplicité des modalités d'existence dans un même espace. Mais pour ça, il faut inventer un droit qui permette ça. Ça veut dire que si le droit ne définit plus la manière dont vous vous habillez, ce que vous êtes, en gros, si le droit n'est plus un système juridique religieux, comme la charia, ou ce qui existait, ou que le droit n'est plus géré par le magistère de la très sainte Église catholique, une catholique, apostolique et romaine. À ce moment-là, il faut trouver un droit qui est effectivement sécularisé. Ça ne veut pas dire que ce droit, il nie le religieux. C'est ce que les positivistes vont essayer de nous faire croire. Puisqu'on doit avoir ce désir d'être. C'est ce qu'expliquait au XVIIIe siècle Emmanuel Kant. Il dit d'ailleurs que la croyance, c'est un postulat de la raison pure pratique, c'est-à-dire en raison pratique, pour justifier nos comportements, on ne peut pas s'en passer, c'est un postulat. On ne peut pas le démontrer en même temps et on ne doit pas le démontrer. Et même en raison pure, parce que la vie serait incompatible s'il n'existait pas autre chose que la matière. C'est ce que nous dit le XVIIIe siècle. Par contre, on ne peut pas adhérer, dire que c'est vrai une religion plus qu'une autre. Donc c'est la compatibilité des modes d'existence. Le XIXe siècle va nous dire le contraire, par une sorte de complexe européen, déjà, qui commence. Oui. Donc c'est la modalité, la multiplicité des modalités d'existence. Mais c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des limites.
Ces limites, quelles sont-elles? Ces limites sont liées à l'atteinte de la subjectivité d'autrui, c'est-à-dire ce qu'on appelle en droit une atteinte, à l'intégrité physique, si c'est une atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire que je tape quelqu'un, c'est-à-dire si mon mode d'être exige que quand quelqu'un n'est pas habillé comme ça me plaît, je le tape. Eh bien, c'est pas possible, c'est une limite, du coup, dans les sociétés hyper modernes, qui sont pour la compatibilité, qui permettent la compatibilité des différents modes d'être. C'est donc la limite. Deuxième limite, l'intégrité morale, c'est-à-dire l'insulte. Quand je mets en péril ma présentation de moi. Sauf que l'insulte, ça ne peut pas être seulement l'insulte. Parce que si j'insulte quelqu'un en termes plus ou moins intenses, ça pose le problème de l'interprétation de ce qui est mon intégrité morale. Par exemple, on peut insulter des gens pour une certaine manière d'être aujourd'hui, mais on ne peut pas insulter des gens, c'est la loi de vie, pour la couleur de leur peau. On ne peut pas insulter des gens en disant, en faisant référence au fait qu'ils sont juifs. C'est condamné par la loi. Pourquoi? Parce que la limite a été fixée à un certain niveau, en fonction d'éléments historiques, précis. Ça veut donc dire que la définition de ce qui, dans l'intégrité morale, va constituer une limite dans le vivre ensemble, c'est une attaque à l'intégrité morale qui serait une incitation à l'attaque à l'intégrité physique. Donc on en revient à l'intégrité physique. Donc on peut, globalement, sans aller devant un tribunal, dire à quelqu'un « t'es une conne ». C'est une attaque à son intégrité morale. Par contre, ce n'est pas une attaque à son intégrité morale qui est suffisamment intense qu'elle induise le désir ou l'incitation chez les autres à attaquer son intégrité physique. Donc on estime que ce n'est pas une attaque suffisante à son intégrité morale. Vous comprenez le rapport insulte qui fait les limites, etc. Et ça se manifeste dans le droit français par un principe qui est le principe de l'ordre public. Tranquillité, salubrité, sécurité publique. Maintenant, venons-en à la laïcité, parce que j'allais en parler justement. La laïcité, c'est quoi? C'est simplement la très exacte transposition des principes de la modernité dans l'espace culturel, social, politique français. Ça veut dire que la laïcité, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis les années 2000, elle dit un certain nombre de choses extrêmement simples, même quand on nous dit c'est compliqué, etc. J'ai lu encore un article où on disait que je faisais partie, avec Jean Bobéro et Edgar Morin et je ne sais pas qui, j'étais content d'être avec Edgar Morin, il est sympathique, tout ce qu'on veut, mais des gens qui défendent une laïcité qui serait lâche, ouverte, etc. Pas du tout. Moi, je suis pour une laïcité stricte. La laïcité, ça signifie, le premier principe dans la laïcité, c'est l'application dans le domaine des différences religieuses du principe de la liberté des différents modes d'existence. Comment l'assurer? Mais pour pouvoir l'assurer, il faut que ces différents modes d'existence soient à égalité. Or, à l'époque où la loi de 1905 est votée, il se trouve qu'il y avait une organisation religieuse qui dominait toutes les autres parce qu'elle avait des rapports particuliers avec les pouvoirs publics, c'était l'Église catholique. Donc la loi de 1905, elle est là pour permettre la liberté d'expression. Premier article de la loi de 1905, c'est pas moi qui l'invente. La loi de 1905, elle a porté Rousseau, là. C'est comme Rousseau. Comme tout le monde est supposé l'avoir lu, personne ne le lit. Donc personne ne sait ce qu'il y a dedans parce que tout le monde est supposé avoir lu le contrat social. Sauf que maintenant, ça fait le téléphone arabe. Même les gens qui vont écrire des mémentos, je pense, sur le contrat social, ils vont finir par ne pas savoir ce qu'il y a dedans parce qu'ils auront lu dans un autre mémento. Ils n'auront pas lu le contrat social. Pourtant, c'est petit. Ouais. Ben là, ça fait exactement pareil, la loi de 1905. C'est ce que je disais un jour à des hommes politiques. Il y avait un homme politique qui voulait réformer la loi de 1905. Et il dit, oui, on va réformer la loi de 1905 parce qu'il faut qu'on puisse financer la réparation des lieux de culte, par exemple. C'est pas normal. Alors il voulait faire de la démagogie. C'est pas normal parce qu'il y a des mosquées insalubres. Et il a raison, oui, il faut le financer, etc. Sauf que c'est prévu dans la loi de 1905. Donc, je lui ai dit, lisez-la avant de la réformer. Au lieu de parler devant des millions de téléspectateurs d'un truc que vous ne connaissez pas. Il y a des limites à la démagogie quand même. C'est de faire ses devoirs du soir. C'est juste ça la limite, mais c'est pas mal quand même déjà. Parce que, ouais. Donc la loi de 1905, elle dit liberté de culte, article 1, c'est pas moi qui l'invente. Mais comment assurer cette liberté de culte? Il faut que les différentes modalités d'existence religieuse, expression du culte, elles soient à égalité.
Mais il se trouve qu'il y a des religions qui sont minoritaires, qui sont là depuis moins longtemps. Donc pour qu'elles soient à égalité, on fait comment? Ben, on assure leur égalité avec un statut qu'on appelle statut d'association cultuelle. Sauf que l'Église catholique ne va pas accepter, il va y avoir les associations diocésaines qui vont être en contradiction. Enfin, il y a toute une... Parce qu'après, c'est un processus historique. Ce que Pierre Bourdieu appelle la réelle politique de l'universel. Il faut négocier, il y a ceux qui sont en position de... Mais en réalité, la laïcité, c'est